tous et bienvenue dans cette nouvelle conférence initiée par la Fondation Attijari Wafa Bank et une conférence qui nous permet, comme les autres, de revenir sur les différents aspects liés à cette période toute particulière que nous traversons, celle de cette pandémie du Covid-19. Aujourd'hui, c'est au volet psychologique que nous allons nous intéresser, la peur de la pandémie, le climat anxiogène qu'elle engendre, la rupture des liens sociaux tels que nous les connaissions auparavant, mais aussi la peur du lendemain. Le moins qu'on puisse dire, c'est que nous sommes tous et toutes bousculés à la fois dans nos habitudes et dans nos certitudes. Alors, comment gérons-nous psychologiquement cette situation? Quels sont ses impacts sur les individus, mais aussi au sein de la cellule familiale, sur le couple, dans la relation entre parents et enfants, sur les adolescents également, et puis plus largement sur la société? Et puis, comment notre demain peut-il se dessiner avec la prise en compte de ces nouvelles peurs liées à des maladies? Nous allons balayer toutes ces questions aujourd'hui avec nos invités que j'ai le plaisir d'accueillir au nom de la Fondation Attijari Wafa Bank. Tout d'abord, Dr Hachem Tial. Bonjour, vous êtes psychiatre et psychanalyste. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci pour l'invitation. Merci Hanan, merci Attijari Wafa Bank. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Madame Nadia Cherkaoui. Vous êtes psychologue clinicienne. Merci aussi d'être avec nous. Merci à vous. Et enfin, Murtada Kalami, qui est avec nous également, journaliste et chroniqueur. Bonjour. Bonjour Hanan, bonjour à toutes et à tous. Alors, j'évoquais un peu en introduction cette situation inédite que nous traversons actuellement. Je voudrais d'abord un petit tour de table avec vos regards respectifs en fonction de vos spécialités sur, en fait, essayer de comprendre les deux niveaux qui concernent cette situation, à la fois le virus en lui-même et le confinement qu'il a créé. D'abord sur le virus, qu'est-ce qui explique que celui-là en particulier a créé, vous me direz si le mot est trop fort, mais une sorte de psychose au niveau mondial, alors qu'il y a beaucoup de maladies. Beaucoup de gens s'interrogent sur le fait qu'il y a beaucoup de maladies qui tuent beaucoup de gens tous les ans et ça n'a jamais créé une telle peur. Qu'est-ce qui fait, je vais peut-être commencer par vous, Madame Nadia Cherkaoui, qu'est-ce qui fait que celui-là en particulier a créé cette peur? Alors, je pense que déjà, c'est la première fois au XXIe siècle qu'une pandémie se déclare au niveau mondial et qu'elle est gérée dans l'instantané grâce aux réseaux sociaux, grâce aux médias, et que la mort se rappelle à nous, elle surgit à chaque instant de la journée, au quotidien, ce qui fait que elle surgit tout le temps. On a des cadavres, si vous voulez, qui sont évoqués tous les jours. On a quelqu'un qui va nous rappeler à la mort, qui va nous rappeler le nombre d'atteints, le nombre d'éteints. Et donc, c'est créateur de peur, déjà. Je pense qu'il y a cette question des médias, il y a aussi et des réseaux sociaux. Je pense également que nous avons perdu l'habitude d'entendre des choses sur les pandémies. Ce siècle-là, nous sommes le siècle où il y a eu des vaccins, où on a pu gérer, si vous voulez, des maladies graves, et où la science a fait un bond technologique majeur. Nous sommes allés sur la Lune, nous projetons d'aller sur Mars. Nous travaillons avec des nanotechnologies et nous sommes impuissants, vulnérables devant un virus minuscule, insaisissable et inconnu. Je pense que c'est la sidération première vient de là, à mon avis. Docteur Hachem Tial, je le disais, vous êtes psychiatre et vous êtes aussi psychanalyste. Alors, est-ce que ce virus a réactivé dans l'humanité des peurs primaires ou des peurs ancestrales qui expliquent cet état d'anxiété? Oui, je vais vous dire ce que j'en pense, parce que c'est quand même surprenant de voir que, vous savez, dans le monde, les maladies cardiovasculaires emportent 15 millions de personnes par an. Les maladies pulmonaires, simplement, ils emportent pas moins de 7 ou 8 millions de personnes par an.
les accidents de la voie publique, c'est plus d'1 million, 1,5 million de personnes par an. Donc, on est en droit de se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'on a aussi peur de ce virus-là? Pourquoi avec ce virus, on a peur, alors qu'on peut demain avoir un accident de la voie publique, alors que demain, on peut avoir un drame sans nom? Alors, j'ai réfléchi à la question, hein, j'ai réfléchi à la question au regard donc, de la psychanalyse. Vous savez, c'est très particulier, hein, la mort est quelque chose, la mort est une expérience. Le monde, d'abord, le monde qui nous environne, nous le voyons avec nos yeux, mais nous le voyons d'abord avec notre subjectivité. Est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'avons de regard sur ce monde que celui qui nous est imposé par notre lecture subjective de ce monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des représentations de tout, qui sont des représentations qui sont donc la référence à laquelle on compare ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on sent, ce que l'on ressent, et qui permet de décoder le message, qui permet d'avoir, par exemple, une lecture positive, négative, peur, n'importe quoi. Donc, il y a ces référentiels qui sont en nous. Et figurez-vous qu'il y en a une que l'on n'a pas. Vous savez laquelle c'est? C'est celle de la mort. La mort, parce que quoi? Parce que nous n'avons jamais expérimenté la mort. Nous ne savons pas ce que c'est. L'expérience de la mort est quelque chose qui n'existe pas dans notre référentiel. C'est pour ça que quand elle est là, la mort, ben, vous savez, elle nous fait, c'est une expérience très particulière qui est marquée par le blocage de la pensée. Vous savez, quand on est confronté à la mort, ça y est, c'est ce qu'on appelle dans la clinique psychanalytique, c'est l'expérience de l'effroi. C'est l'expérience de l'effroi. Donc c'est quelque chose, alors on a beau dire, oui, moi j'ai pas peur de la mort, oui, moi si elle est là, c'est du pipeau, ce n'est pas du tout vrai, parce que l'expérience de la mort est quelque chose qu'on ne peut pas manager, donc c'est la plus grande frayeur qui existe, après celle de la folie, et avec celle de la folie, et donc c'est quelque chose qui est normal d'avoir peur. Mais on n'a pas peur que de la mort comme ça. On a peur de la mort, il faut des conditions, il faut le hic et le nunc. Ça veut dire qu'il faut que d'abord qu'on sache d'où ça vient. C'est pour ça que les maladies cardiovasculaires ne nous font pas peur, parce que ce n'est pas nous, c'est les autres hein, qui vont avoir le problème, parce qu'il y a cette défense psychologique qui est là, qui nous permet de ne pas ressentir comme possible le fait qu'on ait ce type de problème. Donc il faut qu'on sache quel est l'ennemi. Et il faut que l'action de l'ennemi sur nous soit imminente et possible. Ça veut dire que si je sais que si je suis confronté, j'ai un infarctus du myocarde, je sens une douleur, oui, je sais que j'ai une possibilité d'y rester à travers le vécu que j'ai de quelque chose qui peut m'emporter. Donc, l'action de l'agent agresseur est imminente et elle est ciblée. On sait ce que c'est. Et donc là, quand je sais ce que c'est, quand je sais que ça peut se passer ici et maintenant, oui, là, je suis dans l'expérience de la peur. Et c'est pour ça que cette situation va constituer une agression psychologique extrêmement grave qui va faire effraction dans notre psyché et qui va pouvoir nous déstabiliser avec tous les symptômes que l'on connaît. Donc, l'expérience de pourquoi est-ce qu'on a peur, c'est pour ça qu'on a peur. C'est parce que le virus, il est là, on sait qu'il est là, on sait qu'il peut nous agresser et on sait qu'il peut nous emporter. Donc, ça constitue une agression à travers la peur de la mort qui nous assaille. Et c'est pour ça que le monde entier a peur, parce que le monde entier n'a pas l'expérience de la mort et parce qu'elle est imminente dans le hic et le nunc. Voilà le pourquoi. Enfin, à mon sens, en tout cas, c'est comme ça que je l'explique pour donner du sens à la peur. Parce que sinon, pourquoi est-ce qu'on a peur de ça alors qu'on peut se faire renverser demain ou tout à l'heure ou tout de suite par une voiture? C'est effectivement le sens des questions que se posaient beaucoup de gens au début de cette crise. Mortada Kalami, par rapport à, il y a cette peur du virus qu'on vient d'essayer d'expliquer, et puis il y a la réaction par rapport à un état inhabituel qui est celui du confinement. Quel est votre regard sur la façon dont les sociétés, parce qu'on a beaucoup dit que certaines sociétés réagiraient différemment par rapport au fait de rester enfermées, et puis aussi par rapport aux ressources que les gens ont mobilisées très tôt pour y faire face, notamment l'humour, on l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux, et puis l'envie de combler le temps vide. Alors, cet état de confinement, qu'est-ce qu'il révèle aussi des états des sociétés et des peurs de l'enfermement? Alors, il y a différentes choses. Je voudrais juste réagir à un petit point sur la question de la peur. Je pense que la particularité de ce virus, c'est que les scientifiques ne le connaissent pas. Donc, du fait qu'ils ne le connaissent pas et le fait qu'il frappe beaucoup, les capacités sanitaires des pays du monde, on l'a vu en Italie, l'Italie du Nord avait d'excellentes capacités sanitaires, peuvent, et d'ailleurs certaines se sont retrouvées saturées et donc n'ont pas pu
si je puis dire, l'horrible mot, le process du traitement de la maladie et du décès ne peut pas se faire dans des conditions normales. Et je pense que c'est là, alors je rejoins évidemment Dr Thial, ça nous oblige tout d'un coup à croire que l'on va mourir, ce que l'on ne veut pas croire. Donc, mais je pense que le choc est là, et on peut se souvenir qu'il y a eu des premières images qui sont venues de Chine et puis d'Iran, d'images satellites, donc il y avait un côté espionnite, parce que c'était des pays un peu fermés, des fosses communes creusées pour enterrer des malades qui mouraient tous très vite. Et il y a eu un moment où il y avait un débat, est-ce que ces photos sont vraies, est-ce que c'est de la propagande, est-ce que c'est, etc. Et puis, la pandémie progressant, on a vu ces mêmes fosses communes, alors là, pas par satellite, creusées à New York. Donc, on s'aperçoit que c'est tout d'un coup, il y a une masse de morts que nos sociétés, alors qu'elles soient du nord ou du sud, pour le coup, ne peuvent pas gérer comme elles ont l'habitude. On ne peut pas, alors effectivement, il y a les règles sanitaires, il y a le confinement qui joue, on ne peut plus rendre les rituels de deuil sont déstructurés, sont même annulés, ce qui, je crois, participe de ce grand effroi face à la mort. Après, n'étant pas psychanalyste moi-même, je fais confiance à la lecture de M. Thial, mais je pense que tout ça explique aussi que cette frayeur et cette psychose nous frappe, avec le fait que c'est vrai qu'on avait perdu l'habitude. Alors, dans les pays du Nord, parce que pour les pays du Sud, c'était moins vrai, entre les zones de guerre et les zones d'Ebola et les zones de VIH, le rapport à la mort était quand même différent. Mais dans les pays du Nord, eux, avaient complètement perdu l'habitude des grandes épidémies, mais cela étant dit, ils ne l'ont pas perdu depuis longtemps. Le choléra s'est éradiqué au début du XXe siècle. Je parle du Nord, hein, puisque le vaccin de la polio, c'est 1955. La fièvre jaune, c'est 1945 qu'on trouve enfin le bon vaccin. La fièvre jaune, elle frappait en Espagne aussi, elle a frappé en Europe. Donc je pense que c'est le grand choc. Le grand choc, c'est le retour de l'épidémie pour des pays qui jusque-là étaient les pays d'empire. Là, alors qu'on parle des États-Unis, de l'Europe ou de la Russie d'ailleurs, la Chine était c'est plus compliqué parce qu'elle sort de sa période toujours en post-colonie. Mais les trois grands empires qui ont agité le monde au XXe siècle, qui se pensaient à l'abri depuis 40-50 ans, tout d'un coup sont frappés en plein. Donc effectivement, là, il y a un parallèle avec le 11 septembre où, comme le disait très bien le cinéaste Denis Arcand, tout d'un coup, l'Empire est frappé en son sein, alors qu'avant, les luttes étaient assez marges ou assez limes, mais jamais sur son territoire. Donc je pense que le choc fait, effectivement, ça nourrit tout un discours anxiogène. On peut peut-être parler de psychose dans certains cas, mais je pense que l'inquiétude est nécessaire et réelle et les mesures tout à fait justifiées. L'autre point que je trouve intéressant, c'est que comme les scientifiques ne connaissent pas ce virus, ils n'ont pas de traitement validé complètement, ils n'ont évidemment pas de vaccin, comme la recherche est en cours, la seule solution qu'on a trouvée, c'est le confinement, mais c'est la quarantaine. La quarantaine, c'est immémorial. On la retrouve dans les textes du Talmud. Donc avant Jésus-Christ, la quarantaine était pratiquée. Je pense qu'un historien pourrait nous donner. Donc on se retrouve avec des mesures immémoriales qui sont effectivement difficiles à admettre. Mais cela étant dit, si on regarde un peu, je pense que c'est peut-être un travail que nous, les médias, aurions à faire. Ces quarantaines ont toujours été vécues de façon difficile, mais à chaque fois, effectivement, ça coupe les liens sociaux, ça oblige à un certain nombre de choses, ça crée toujours des frustrations, et il y a toujours eu je vous en prie, il y a alors ce danger aussi pour les populations en quarantaine, les populations démunies en quarantaine qui se trouvent à avoir faim, c'est le danger de la révolte. Donc effectivement, du point de vue de l'autorité qui met en place ces mesures, la difficulté est de pouvoir tenir compte, de savoir combien de temps ça va pouvoir durer. Ça ne peut pas durer très longtemps, donc de la commencer au bon moment pour que ça soit utile et de pouvoir la terminer à temps avant que la situation ne soit ingérable d'abord pour ceux qui ont faim et ensuite pour l'ensemble du corps social, parce que l'autre grande difficulté, c'est de garder la cohésion sociale malgré tout.
Alors, on a brossé un peu le tableau de cette situation et de ce qu'elle avait d'inédit. Maintenant, elle s'est traduite concrètement par le confinement, par l'enfermement, par la réduction de la mobilité et la réduction des liens sociaux. Alors, on va passer maintenant à vraiment l'explication des différents impacts sur les individus et sur les cellules familiales et collectives de cet enfermement. D'abord, quels sont les impacts que l'on peut repérer, les conséquences que l'on peut repérer en termes psychologiques de ces obligations, et notamment de la rupture des liens sociaux? Madame Cherkaoui? Je voudrais revenir sur la question du confinement et du rapport à la loi. Mais s'il vous plaît, pour qu'on puisse avancer dans la suite des thèmes, pour qu'on ait le temps de tout aborder. Allez-y, je vous en prie. Je voulais dire que le confinement, en fait, ce confinement, c'est une injonction, c'est une prescription venue d'en haut. Il faut pas, vous restez chez vous, vous ne sortez pas. Si vous sortez, vous êtes puni. Il y a des règles il y a des règles à adopter. Et en fait, en fonction de notre rapport à la loi, nous allons respecter ou contourner la loi. Et ça me paraît intéressant, si vous voulez, par rapport au fait de construire des réalités, par rapport au fait d'être dans le déni de la réalité, de sortir, etc. Et on observe des attitudes extrêmement différentes en fonction des personnes lorsqu'on est dehors par rapport à cette question des injonctions et de la loi et du rapport symbolique à la loi. Ensuite, vous m'avez demandé si… La question, c'est sur les symptômes ou est-ce que c'est de l'anxiété, du stress qui sont engendrés par cette période d'incertitude et puis surtout la conséquence de la rupture des liens sociaux auxquels nous sommes habitués. Oui, cette pandémie et ce confinement nous touchent à la fois de façon individuelle et collective et nous mettent à l'épreuve par rapport, si vous voulez, aux fondations et par rapport aux mécanismes de défense que l'on a pour pouvoir y répondre de façon adaptée. Il y a cette impression d'enfermement qui est produite par l'isolement et qui dépend à la fois de nos facultés individuelles, de nos liens, de nos rapports avec nos proches, de notre capacité à communiquer avec nos proches et puis de notre situation sociale, économique, professionnelle. Parce que il y a, si vous voulez, dans cette problématique, il y a l'impact de l'imaginaire, la peur, la menace de l'effondrement, la mort, etc. Vous avez le rapport au symbole et vous avez le rapport au réel. C'est la conjonction et la dynamique de ce rapport-là qui va faire que je vais être en mesure de répondre de façon adaptée avec mes moyens et mes ressources à la fois, je dirais, sociales, économiques, etc., mais aussi avec mes ressources et mes moyens personnels, avec mes mécanismes de défense. Donc, en fonction des individus, l'impact va être différent. En fonction des individus, de la réalité qu'ils vivent aussi, des liens qu'ils construisent et de la nature de la relation qu'ils ont, les impacts vont aller du trouble anxieux jusqu'à l'attaque panique. Pour l'instant, nous sommes dans l'immédiat. Nous sommes en train d'observer ce qui se passe dans l'immédiat. On ne sait pas, en fait, ce qui va subsister un mois après, 2 mois après, les traumas. La question du deuil me paraît fondamentale. Nous n'avons pas la possibilité de faire le deuil. Autant d'amis, de proches, et ou si nous sommes atteints nous-mêmes par la question du deuil, nous n'allons pas construire le deuil de la même manière. On va être dans un deuil larvé, on ne sait pas comment ça va se produire plus tard. Donc, il y a des questions en suspens par rapport à la gravité des impacts psychologiques. Mais il y a en fait de l'isolement, du sentiment de vide. Il y a des études qui sont randomisées, qui sont plutôt crédibles, si vous voulez, qui ont parlé des anciennes pandémies et qui
qui évoque la possibilité pour certaines personnes d'être dans une phase de dépersonnalisation, d'avoir des hallucinations, donc d'avoir des symptômes d'ordre psychotique. On ne sait pas à quel point ce sont des symptômes qui sont transitoires. Je pense que c'est dans l'après que nous verrons, et dans la clinique du réel, que nous verrons vraiment les choses. C'est mon point de vue. On ne peut pas encore mesurer les effets à moyen terme de ce que nous sommes en train de vivre. Vous avez évoqué la question du deuil qui est très importante. Docteur Hachemtiel, concrètement, des familles donc, sont enfermées, ou enfin il y a des personnes seules, il y a des personnes qui sont en famille. Je voudrais qu'on s'arrête sur la structure familiale. En quoi cette période de confinement et d'isolement reconfigure les liens au sein de la famille, que ce soit dans le rapport du couple ou dans le rapport du couple avec les enfants. Quel effet a cet enfermement et la réduction en fait, des relations à une relation strictement intrafamiliale? Oui, vous savez, la problématique de l'homéostasie dans laquelle est une famille est en équilibre. Elle est en équilibre entre des individus. Donc, il faut voir d'abord à l'échelle de l'individu, il y a des réaménagements qui sont opérés par la situation d'agression psychologique, de stress que génère ce que l'on vit, en fonction de ce que nous sommes, en fonction de nos fragilités du moment, en fonction de nos fragilités dans l'absolu. Je vis une situation difficile à laquelle je ne suis pas habitué, qui n'est pas dans mon standard de fonctionnement. La situation d'être enfermé n'existe pas dans nos standards. Ce n'est pas comme ça qu'on est fait. Donc, à partir du moment où elle existe, et surtout qu'elle dure, elle constitue problème à notre homéostasie propre, à notre équilibre psychologique propre. Et donc, elle va constituer, donc je le disais, j'y faisais allusion tout à l'heure, elle va constituer une agression psychologique. Cette agression psychologique, comme toutes les agressions psychologiques, elles vont pouvoir faire effraction ou pas à l'intérieur de notre psyché. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir déborder ou pas un système qu'on appelle le système de parexcitation, qui est là pour nous empêcher de subir les agressions. Et donc, il va y avoir une quantité d'énergie qui va être mobilisée à l'intérieur de nous devant cette agression, et pour qu'elle ne fasse pas ce qu'elle peut faire, qu'elle ne fasse pas les désastres. C'est comme une agression physique. L'agression physique, elle fait effraction par rapport à la peau de l'individu. Elle entraîne, elle va pouvoir dépasser et ne pas laisser les défenses agir, ou bien les défenses vont agir et ça va pouvoir refermer l'effraction. Au niveau psychologique, c'est la même chose. On a de l'énergie pour y faire face ou pas. Donc, s'il y a effraction, notre équilibre, notre homéostasie psychologique va être remise en question et on va commencer à développer des problèmes, des symptômes, ce à quoi a fait allusion ma collègue Mme Chertaoui. Donc, il y a des symptômes qui vont apparaître qui sont l'expression de la mise en faillite de nos défenses psychologiques. Et bien, ça se passe, pourquoi j'en parle comme ça? Parce que ça se passe de la même manière au niveau de la famille. La famille est en équilibre avec ce qu'elle a été jusque-là. Il y a le père, la mère, les enfants, le frère, la sœur, l'enfant handicapé quand il est là, le grand-père, la grand-mère. Donc, il y a un équilibre dans lequel est la famille. Quand les individus sont impactés par l'agression psychologique, quand il y a des réaménagements qui vont obligatoirement s'opérer à l'intérieur de la psyché de chacun, il va y avoir forcément une modification de cette homéostasie parce qu'il y a des tensions qui montent, parce qu'il y a une présence, une proximité inhabituelle qui est là. Les conjoints qui n'avaient pas l'habitude d'être ensemble tout le temps, ils vont être obligés, justement, ce que je disais tout à l'heure, de mobiliser beaucoup d'énergie en eux pour faire avec la situation, avec l'agression qu'ils sont en train de vivre. Il va falloir qu'ils aillent au plus profond de leurs ressources pour trouver cette énergie et s'accommoder de la situation, donc créer de la discussion, créer de l'échange, créer du partage entre les conjoints, mais aussi avec les enfants, sachant que les enfants, leurs besoins, c'est tout à fait autre chose. Les besoins des enfants, on les connaît. Les enfants, ils ont besoin de voir les autres, ils ont besoin de s'amuser, ils ont besoin de partager, ils ont besoin de vivre ce qui est propre à leur âge, et les adolescents encore plus. Un adolescent, il existe à travers les autres. Je pense que peut-être qu'on va pouvoir aller plus loin dans la discussion par rapport aux ados parce que c'est un truc particulier. Donc en tout cas, chacun va être perturbé énormément dans ce qu'il est, dans son propre équilibre, et donc toute la dimension familiale va pouvoir être remise en question, et donc il va falloir qu'on mette en place un autre équilibre, parce que le système est ainsi fait, le système familial doit s'adapter. On est capable de s'adapter, l'être humain est extraordinaire, il est capable de s'adapter à tout, il est capable de s'adapter à ces situations,
Il faut simplement qu'il y arrive, et il y arrive si les constituants de cette famille, de ce groupe, si les constituants ne sont pas trop impactés au niveau personnel, ou bien, s'ils ne sont pas trop impactés, ça peut aller. S'ils ont suffisamment de ressources, ça pourra aller, ou ne pas aller. Alors, dans ce cas, effectivement, le rééquilibrage va pouvoir mal se faire, et c'est là où on va voir les enfants qui vont se taper dessus encore plus qu'avant et que ça va pouvoir prendre des proportions assez dramatiques, les relations entre l'adolescent et les parents qui étaient marquées justement par le défi, ça va être un défi encore plus grand parce qu'ils vont défier même cette histoire. On l'a vu hier sur les télés du monde entier avec la France qui a simplement libéré et tout le monde était dans une proximité totale. Donc les enfants, les jeunes adolescents sont dans la défiance parce qu'ils refusent ce qui vient de chez les adultes parce que ce n'est pas dans leur manière de penser les choses à leur âge. Et les couples, n'en parlons pas. Les couples, n'en parlons pas, donc on vient de le dire. Donc la dimension conflictuelle va pouvoir se mettre en place parce que c'est comme ça que ça. Alors ensuite, il va falloir gérer. Et c'est là où chacun doit y mettre du sien. C'est là où il y a tout un travail sous la responsabilité des parents, c'est une responsabilité parentale qui doit se faire. C'est là où on peut voir sur Internet, il y a plein d'orientations. Mais ce qui se lit sur Internet, vous savez, c'est pas du tout ma conviction et que c'est pas ça le plus important. Ma conviction, c'est que l'être humain est capable de création. Il faut prendre le temps de créer, il faut créer, il faut être créatif et développer son propre standard de fonctionnement qui doit permettre les réaménagements. C'est à travers cet effort personnel, parental, que d'autres équilibres vont pouvoir se faire, non pas en calquant ce que fait le voisin, la voisine, l'oncle ou la tante, ou ce qui se fait sous d'autres cieux à des milliers de kilomètres d'ici. Alors, puisque vous venez d'évoquer la question des adolescents et la question de la créativité, je vous propose de découvrir 4 dessins qui ont été réalisés par des adolescents lycéens dans le cadre du programme Bda' Mendarek, qui est initié par la Fondation Tijari Wafa Bank dans le cadre d'un programme éducatif qu'elle mène et qui s'appelle Académie des Arts. Je vous propose de découvrir les dessins et on les commente ensemble dans un instant. Alors, un tour de table peut-être pour évoquer ces dessins. Ils sont assez marquants parce qu'ils sont vraiment puissants. On les sent très préoccupés par l'idée de la maladie et de la mort. Murtada Kalami, d'abord, un avis, un regard sur cette créativité, sur cette façon qu'ont les adolescents d'exprimer leur ressenti par rapport à cette situation. Ça me semble des expressions assez directes, effectivement. Alors, pour certains, d'une certaine angoisse, mais je pense peut-être que le dessin qui m'interpelle le plus, c'est celui d'un masque avec Mona Lisa dessinée sur le masque et portant elle-même un masque. Donc là, il y a une mise en abîme que je trouve très intéressante parce que c'est la mise en abîme du masque. Et le masque, je vais faire court, hein, et le masque étant aussi, dans le théâtre grec antique, c'est ce qu'on appelait persona. Le masque était le personnage, les acteurs étant plus de loin, ils portaient un masque qui indiquait quel était leur personnage, d'où le terme personnage. Et donc, persona, personnalité, la personne, c'est en réalité le masque de l'être, en quelque sorte. Et donc, je trouve assez intéressant que ce rapport au masque que nous portons tous maintenant aujourd'hui, parce que ça, c'est une nouveauté dans notre quotidien. Alors, c'est une nouveauté sous sa forme sanitaire, puisque après, le visage couvert, il y a des histoires, il y a même des débats politiques sans fin en France à ce sujet-là. Mais je pense que j'ai trouvé ce dessin très intéressant pour ça, pour cette mise en abîme du masque et de la personne. C'est un dessin signé d'une jeune fille, Aïcha Zila. Madame Cherkaoui, un petit mot sur ces dessins faits par des Alors, le masque aussi m'a interpellée par rapport à la question de l'adolescence.
l'adolescent est en fait par principe celui qui ne veut pas être masqué déjà. Il a besoin du regard de l'autre, il a besoin de s'affirmer. Et ce masque-là, en fait, il y a un double masque et ce masque-là est un enfermement enfin, me paraît être comme le message d'un enfermement pour un adolescent. C'est ça qui a, en fait, capté mon intérêt par rapport à la question du masque et la contrainte que l'adolescent n'aime pas, par principe. Il ne l'aime pas en temps normal et peut-être encore moins dans cette période pleine d'injonctions. Oui, Docteur Pial, votre regard aussi sur ces dessins et avec aussi la question qui vient d'être soulevée par Madame Cherkaoui, celle du besoin de la relation aux autres pour un adolescent pour se construire et construire sa personnalité à un âge que l'on dit critique. Donc, quel peut être aussi l'impact pour les adolescents de cette coupure avec les autres ou en tous les cas du remplacement de ce lien par des liens purement virtuels? Oui. Alors, donc, ce qu'il y a, c'est que j'ai été interpellé par l'histoire du masque parce que, vous savez, le masque, c'est l'altérité. Hein, donc, l'altérité va être complètement chamboulée. Elle est déjà chamboulée. On ne voit pas l'autre. Et donc, l'histoire du lien, Madame Chaltraoui a fait allusion tout à l'heure, tout le problème est le problème du lien parce que le lien est quelque chose de particulier à l'humain. On existe en faisant lien entre nous. Hein. S'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de vie sociale. Et s'il n'y a pas de vie sociale, nous ne sommes plus des humains. Hein. Donc, il ne faut pas l'oublier. Notre humanité, un de ses fondements, c'est justement notre socialité et notre sociabilité, toutes les deux. Et donc s'il n'y a pas de lien, il n'y a plus ça. Alors, s'il y a un masque, si on est j'allais dire, j'ai fait une conférence, c'était où va-t-on, hein, où va-t-on avec dans un monde masqué? Qu'est-ce que c'est que ce monde où on ne va plus savoir avec qui on parle, où on ne va plus savoir qu'exprime le visage de l'autre, où on ne va plus savoir qui est l'autre. Donc c'est quelque chose de particulier, on en parlera peut-être à la fin, mais on va vers un monde quand même qui est très spécial. Donc voilà par rapport à cette histoire de masque qui a interpellé mes amis. Donc par ailleurs, par rapport à l'adolescent, donc qu'est-ce qui va être chamboulé en lui? Est-ce que vous savez, la relation à l'autre ne peut jamais et en aucune manière on ne peut pas lui substituer. La relation directe on ne peut pas lui substituer un rapport par l'image. Il y a même au niveau des neurosciences, hein, il y a des neurosciences il y a beaucoup de travaux au niveau des neurosciences qui foisonnent actuellement. Et une d'entre elles m'a interpellé dernièrement. Vous savez, quand deux êtres humains sont en face, il y a des ondes cérébrales en eux qui progressivement se mettent en phase. Hein, et ça a été mesuré, ce qui ne peut pas être le cas quand vous êtes en train de voir quelqu'un. Donc il y a quelque chose de ce qu'on appelle, n'est-ce pas, du transfert ou de la subjectivité. La subjectivité n'existe pas à travers une machine parce que vous êtes mignonne, vous êtes chouette devant moi derrière l'écran, mais c'est quand même avec un écran que je parle. Donc la relation, la subjectivité, le lien n'existe plus. Et tout ce qui fonde notre relation à l'autre, ça reste notre subjectivité. Où est-elle, cette subjectivité? Donc, elle n'existe pas. Donc, quand on utilise les réseaux sociaux et compagnie, c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement. Au moins, il y a ça, mais en aucune manière, ça ne peut se substituer, encore une fois, à la relation directe. Alors, les jeunes adolescents qui n'arrivent pas, vous savez, un adolescent, les particularités de l'adolescence, on les connaît tous. Hein, c'est la révolte, c'est le fait qu'ils tentent toujours le diable, c'est qu'ils sont dans le rejet de l'autorité, c'est qu'ils attendent des parents beaucoup de choses et pour eux, les parents ne leur donnent jamais ce qu'il faut. C'est une infinité de choses qui sont propres à cette période de la vie et en particulier, et entre autres, vous savez, je parlais, je vais revenir tout de suite, mais c'est intéressant de le signaler. Vous savez, un adolescent, ce qu'on ne sait pas, moi je pose toujours la question, c'est quand l'adolescence, hein? Est-ce que c'est à partir des premières règles chez les filles ou l'apparition des caractères sexuels secondaires, jusqu'à quel âge? Jusqu'à quel âge? Pourquoi je dis ça? Parce que ce qu'on ne sait pas suffisamment et qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps, c'est le cerveau n'arrive à maturité totale qu'à partir de 24 ans. Alors,
qu'à partir de 24 ans. Alors, et c'est pourquoi je dis maturité totale, c'est parce qu'il y a des zones du cerveau qui arrivent à maturité, en particulier les zones corticales, les zones qui sont les zones des émotions, et il y en a une qui n'arrive pas, qui prend du temps pour se mettre en place, pour arriver à la maturité, c'est la région frontale. Et cette région frontale, qu'est-ce qu'elle fait? C'est celle qui s'occupe de tout ce qui est organisation, de ce qui est projection dans l'avenir, de ce qui est de ce qui est planification. C'est cette zone du cerveau qui, elle, n'arrive à maturité que à partir de 24 ans. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'adolescent est toujours en proie, même organiquement, bien sûr, la psyché, il y a une interaction entre les deux, même organiquement, il y a ce décalage entre cette incapacité à s'organiser, à planifier, à structurer et l'émotionnalité. C'est pour ça qu'on les voit se mettre en colère tout le temps. Bien sûr que c'est propre à leur âge. C'est pour ça que de leur dire, tu sais, si tu continues, tu vas être malade, tu vas avoir des problèmes, et dans 10 ans, tu vas avoir des problèmes. Si tu arrêtes de fumer du shit, tu vas voir ce que qui va te passer. Et ils n'arrivent pas à intégrer cette notion. Et c'est organiquement prouvé, ce n'est pas simplement psychologique, on le savait au niveau psychologique. Et donc ceci pour dire que, et oui, et la dernière notion qui est intéressante, j'avais dit que j'allais y revenir, c'est que l'adolescent existe aussi à travers ses copains. Il a besoin d'un groupe identificatoire. Il a besoin de s'identifier à un groupe. Encore une fois, je le dis aux parents qui nous regardent, il a besoin que le fait qu'il soit avec des malotrus, des gens qu'on n'aime pas trop, mais il a besoin d'exister à travers cela, parce que s'il n'y a pas ça, il ne peut pas réaliser, il ne peut pas se réaliser à l'intérieur de lui cette maturité de sa personnalité indispensable pour qu'il existe comme un individu à part entière qui n'est pas ce que veulent les parents qu'il soit. Parce que s'il est ce que veulent les parents qu'il soit, il ne sera pas. Comprenez, il ne sera pas. Donc il faut respecter. Je termine. Pour 2 secondes. Il faut donc que les parents arrivent à respecter, à comprendre d'abord pour respecter sa différence et pour comprendre à quel point il est en souffrance parce qu'il n'a pas ce lien avec les autres, il n'a pas cette communauté avec laquelle il a tellement besoin, pas envie, il a besoin de partager. Et s'il arrive à comprendre ça, je pense que lui pourra être beaucoup plus docile et beaucoup plus proche de ses parents qu'il ne l'est dans ces conditions-là. Voilà. Mais alors justement, parmi les autres dessins que nous avons vus tout à l'heure, il y a aussi ceux de Simo Ouzali, de Marwan El-Bahi et de Ahmed Louadi qui montrent dans 2 d'entre eux en tous les cas des gens dans la rue, mais avec cette peur permanente de la maladie et même de la mort. Il y a un dessin où c'est la grande faucheuse qui se promène au milieu des gens. Donc, qu'est-ce que ça dit peut-être de cette peur que les adolescents et pas que vont avoir à gérer après, du fait que peut-être dorénavant nous allons devoir vivre avec cette peur constante d'une maladie qui pourrait surgir et qui pourrait donc impacter notre façon d'interagir avec les autres pour un long moment. Madame Cherkaoui, même si on ne peut pas faire de pronostic, vous l'avez dit tout à l'heure, mais les dessins montrent assez cette peur qui va se promener finalement parmi nous. En fait, les adolescents, en tout cas dans le temps présent, expriment leurs craintes, leurs peurs. Il y a aujourd'hui au Maroc des plateformes destinées à recueillir, à être à l'écoute des personnes en difficulté. Elles mettent l'accent sur la souffrance des adolescents en premier lieu, et avec les personnes âgées. Et donc, les adolescents sont les personnes âgées de 18, en fait, les adolescents et les adultes jeunes sont les personnes qui souffrent le plus, en tout cas pour l'instant, qui expriment le plus le besoin d'écoute, et ce sont les adolescents qui sont en souffrance. Donc, l'adolescent a un pied dans l'enfance et un pied qui projette d'aller vers l'adulte. Il est en instabilité. Et cette situation, d'une façon générale, provoque une effraction dans son espace mental. Il essaye de gérer, si vous voulez, la situation avec ses mécanismes de défense. Heureusement pour ces jeunes, ils ont la possibilité de créer, donc de sublimer ou d'exprimer un peu la peur. Mais en général, les adolescents, en tout cas de ce qu'on a comme remontée d'informations aujourd'hui, sont les personnes qui sont le plus en souffrance. Ça ne m'étonne pas que dans ces dessins-là, il y ait l'expression de la crainte, l'expression d'un monde qui change
Et c'est tant mieux que ça passe par le dessin parce que, en tout cas, la crainte est exprimée. Il y a des personnes qui portent une personne qui porte le masque, il y a une personne qui est clivée, en fait, qui a une partie, je crois, humaine et une autre partie qui rappelle la mort. Il y a, enfin, on ne va pas aller loin dans l'interprétation, mais il y a la mort qui se promène, qui se balade à l'extérieur. Donc, l'obligation de rester à l'intérieur. Alors, il y a un mot qui est en filigrane de la discussion que nous avons depuis tout à l'heure, c'est celui de la vulnérabilité. On a évoqué les personnes âgées, on a évoqué les adolescents, avec cet impact très fort sur des personnes vulnérables. Mortzedek Alami, cette crise a aussi permis de mesurer, par exemple, parmi ces gens vulnérables, les femmes. La violence à l'égard des femmes a explosé dans le monde entier. Pour vous donner juste quelques chiffres, la première semaine du confinement en Inde, le nombre de violences contre les femmes a doublé. En Chine, il a triplé pendant le confinement. En France, on a enregistré 30% de violences en plus. Aux États-Unis, les appels pour signaler des violences aux femmes ont constitué la majorité des appels faits aux urgences. Donc, au Maroc, on rappelle que le taux de prévalence de la violence contre les femmes, sont les chiffres du HCP, est de 52%. Ça concernerait 6 millions de femmes au Maroc. Donc, cette question de la vulnérabilité à la fois des femmes et puis à la fois aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, Mortzedek Alami, c'est pour ça que je vous pose la question, des personnes aussi les plus vulnérables économiquement. Cette crise a révélé les inégalités sociales dans les pays en voie de développement comme dans les pays du Nord. Ça a mis tout le monde à égalité. Quel va être l'impact de ces violences que nous avons peut-être pris de manière plus forte dans la figure que d'habitude? Quel sera l'impact? Là, je n'ai pas les moyens de dire. Je crois que pour les violences familiales, les violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants aussi, hein, qui ont aussi augmenté, mais les violences faites aux femmes, vos chiffres font effectivement très peur. Il me semble, pour ma part, que l'explication, expliquer, ce n'est pas excuser, hein, je tiens à le rappeler, que l'explication réside dans ce que disait, enfin, notamment dans ce que disait Dr Thiel tout à l'heure, à savoir que la cellule familiale est prise par le changement de circonstances et le changement des relations sociales est une agression psychologique pour l'ensemble de la cellule familiale et que malheureusement c'est un réflexe humain trop ancré et à l'évidence universelle que dès lors qu'on est soi-même en souffrance, on a le réflexe de faire souffrir plus faible que soi. Et plus faible que soi, surtout résumé à la situation familiale, c'est souvent, pas toujours, mais souvent la personne de sexe féminin et évidemment l'enfant. Donc ça, c'est somme toute un problème, alors c'est peut-être un problème de maturité des individus violents, si c'est ça. Après, parce que qu'est-ce que la violence conjugale? On n'aura pas le temps de rentrer dans le débat, mais je retiens cette explication-là pour aujourd'hui. Au niveau social, oui, on l'a vu aux États-Unis, d'autres chiffres tout aussi effarants, c'est 33% des malades du Covid sont des Afro-Américains, alors qu'ils ne représentent que 13% de la population. Donc là, ça montre qu'il y a un énorme problème social, sociétal et de soins. En même temps, en France, qui a une histoire différente par rapport à ces minorités visibles, comme on dit en France. En France, on s'aperçoit qu'en Seine-Saint-Denis, qui est quand même le département limitrophe de Paris, il y a 3 fois moins de lits de réanimation qu'à Paris, par habitant, de lits par habitant. Donc, on voit que les soins sont plus mauvais, et ce sont ces populations-là qui sont les populations qui travaillent, donc qui font les livraisons, où sont les caissières, où sont les soignants, alors peut-être pas les grands patrons de la médecine, mais les aides-soignantes, les infirmiers, etc., sont dans ces populations-là. Et ce sont grâce à ces gens-là que l'économie tient encore malgré le confinement. Et ce qui est assez sidérant, c'est de voir qu'ils sont tout de même pointés du doigt. Alors,
Pour les soignants, il y a visiblement eu un réflexe, en tout cas c'est parti en Europe et tout le monde a repris ça, d'encourager les soignants et d'encourager à les applaudir, ce qui peut, dans certains pays, est assez curieux quand on pense qu'ils étaient chargés par les CRS 2 mois auparavant. Mais au-delà de l'hypocrisie politique qu'on peut pointer, ça reste de bonne politique pour la gestion de la pandémie, puisque ça n'a pas été fait au Mexique. Et au Mexique, les infirmiers et les médecins sont agressés dans la rue parce qu'ils sont rendus responsables de la pandémie, ce qui est là aussi un réflexe classique de monde en quarantaine, de cité en quarantaine. Ça s'est vu à Londres au 19e siècle, à l'époque du choléra, où on accusait les médecins de répandre la maladie. Donc, la recherche du bouc émissaire, on n'a pas eu le temps d'évoquer ça, mais la recherche du bouc émissaire est telle que ce sont les plus pauvres. Et pour revenir aux populations pauvres, que ce soit aux États-Unis ou en France, on a vu au début du confinement se multiplier les reportages pointant ces quartiers populaires, soi-disant territoires perdus de la République, parce qu'ils ne respectaient pas le confinement ou pas aussi bien qu'ils l'auraient dû, alors que ce sont les gens qui permettent le confinement, puisque ce sont eux qui font les livraisons, qui prennent les commandes, qui se déplacent et qui soignent. Donc on voit, là, il y a eu un grand risque de fracture. Je crois que ça s'est un petit peu calmé, en tout cas dans le discours médiatique général français. C'est les grands risques de fracture, c'est ça, c'est de perdre la cohésion avec les soignants et avec ceux qui nous permettent de survivre, en tout cas en milieu urbain. Le milieu rural est légèrement différent, évidemment. Et peut-être un point qu'on n'a peut-être pas eu le temps d'aborder, je pense qu'il y a aussi parce que c'était le rapport des psychologues et psychiatres à m'intéresser, c'est la question de l'autorité, on y a fait allusion tout à l'heure, la question de la loi qui est incarnée par l'État et par la figure du père et ce qui se passe dans certains pays où le père va avoir une figure dysfonctionnelle en incitant par exemple à boire de l'eau de Javel ou en donnant des conseils erronés qui vont provoquer des accidents, ou ne va pas réussir à susciter l'assentiment généralisé parce qu'il est tellement un contre-pied de ce qu'il faisait 2 mois avant qu'on a du mal à le prendre. Donc il y a ça. Et puis un autre aspect aussi qui m'intrigue, c'était je crois un article de Forbes, c'est que les chefs-feux d'État, donc les femmes chefs d'État, ont été considérés comme bien meilleurs gestionnaires de la crise. Alors, l'exemple le plus flagrant, c'est évidemment Angela Merkel, mais elle ayant une formation scientifique, un doctorat de chimie, on comprend qu'elle a été tout de suite au fait. Je pense que là, il y a un rapport à la figure paternelle, et donc la loi, et à la figure maternelle. J'aurais aimé avoir un avis des praticiens là-dessus, si vous me permettez à mon tour de poser une question. Avec plaisir, mais je vais la combiner avec ma dernière question pour vous. Alors, on a déjà débordé le temps qui nous est imparti, donc je vous demanderai vraiment, s'il vous plaît, même si c'est difficile, d'être le plus concis possible, donc en reprenant cette question de Mourtada Kalami et en ajoutant celle peut-être de l'après. L'être humain a montré à travers l'histoire sa capacité de résilience. Est-ce que vous pensez que cet épisode va laisser un souvenir qui va s'estomper à mesure du temps? Est-ce qu'il va laisser des traces durables? Et est-ce que l'expression qu'on entend beaucoup depuis le début du confinement, l'expression du monde d'après, fait sens pour vous sur un plan strictement psychologique? Et si oui, pourquoi? Voilà. Et je vous demanderai vraiment, s'il vous plaît, d'être court parce que nous avons déjà dépassé le temps imparti. Je commence avec vous, Madame Cherkaoui. Alors, le monde d'après, je reste très proche du réel, donc sur le plan du changement des mentalités, je pense que nécessite un temps long. Par rapport au changement aux impacts sur la manière d'être au monde, demain, il y a une possibilité pour des individus à privilégier l'être par rapport au paraître. Je vais être un petit peu caricatural. Il y a des possibilités pour qu'il y ait une réflexion pour que demain change, qu'on puisse changer, évoluer un peu, peut-être se donner plus de temps, peut-être aller vers les choses qu'on a eu envie de faire depuis longtemps et qu'on n'a pas faites. Maintenant, je pense que l'épidémie va laisser une trace à un certain moment, mais vous avez vu en France, les gens se sont précipités sur le McDo et il y a eu 3 kilomètres de queue. Et ils sont tout de suite repartis vers des habitudes. Ils ont été rassurés d'une certaine manière de retrouver le temps
T-1, et tout de suite, ils ont voulu retrouver leur repère. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de vouloir retrouver ses repères. Je pense qu'il y aura un petit changement à des niveaux individuels. Je ne pense pas à des mutations profondes. L'être humain a fait preuve d'adaptation par rapport à des épidémies. Il y a eu des épidémies dans l'histoire qui ont été absolument catastrophiques, qui ont tué 100 millions, 200 millions d'individus. Et puis, c'était des hécatombes. Et puis, les gens se sont redressés, ils se sont adaptés, ils ont évolué et ils ont avancé, si vous voulez. Maintenant, bon, je voudrais répondre aussi à monsieur par rapport à la question de la loi, très peu, d'accord. Par rapport à la question de la loi, moi, ce qui m'a interpellée, si vous voulez, j'interviens dans le domaine de la violence conjugale, plus précisément. Et d'après le discours des femmes, je vois l'autre de l'autre côté qui est décrit comme tout puissant, tout le temps tout puissant, qui n'a pas de loi. Et donc, j'ai supposé, moi, au contraire, que cette loi qui était imposée aux hommes et aux auteurs de violences, pour une catégorie d'entre eux, je crois que cette loi ne va pas aller vers plus de violence, mais pourra être une chape de plomb qui va les apaiser, parce que ce sont aussi des personnes en souffrance, et la loi est structurante et protectrice, il ne faut jamais l'oublier non plus. Et donc, je pense que c'est important. Voilà, j'arrête. Merci, docteur Thial. Même question et même contrainte. Chapitre, en fait. Hein. C'est le plus gros chapitre. Bon, je vais essayer de répondre très très rapidement pour un énorme chapitre. Donc, en tout cas, qu'est-ce que va être le monde de demain? C'est ça la question. Qu'est-ce que va être le monde de demain? Est-ce qu'on va être dans le bis repetita? Est-ce qu'on va rentrer dans le allez, il faut qu'on rattrape le temps perdu, et il faut que faire encore plus de sous pour rattraper les pertes, et il faut qu'à ce moment que l'ouvrier travaille pour rien parce que l'entreprise n'a pas gagné d'argent pendant 2 ou 3 mois ou 4 mois, il faut vite fait rattraper tout cela, et donc il faut que tout le monde que personne ne dise quoi que ce soit, sinon l'autorité va venir pour sévir, parce que là, il ne faut pas discuter, il faut sauver les entreprises, sinon on est fichu. Ça, c'est une manière de voir le lendemain, et qui, pour moi, serait la porte ouverte à tous les glissements, à des glissements aussi des chefs d'État. On peut rentrer dans des systèmes dictatoriaux, parce qu'il faut absolument faire avancer le pays, et il faut que les salariés se taisent. Enfin, ce serait dramatique que ce soit ça. C'est possible, c'est une éventualité possible. L'autre éventualité qui, pour moi, est intéressante, c'est de voir l'expérience que nous sommes en train de vivre comme quelque chose de positif, quelque chose qui pourra nous ouvrir le champ à des lendemains meilleurs. Des lendemains meilleurs, ça veut dire que, vous savez, il y a l'histoire des représentations sociales qui est la vie dure. Il y a des couches dans notre tête, dans les strates de notre psyché, qui fait qu'il y a des choses qui ont du mal, qui ont beaucoup de mal à bouger, et elles ne peuvent bouger, ces représentations. Donc les fondamentaux de nos repères ne peuvent changer que quand il y a des drames, que quand il y a d'énormes crises. D'ailleurs, on l'a vu dans l'histoire de l'humanité. Et il y a des choses qui ont changé. Vous savez, au monde pèlerin avec Milton Friedman, etc., quand on a voulu créer un monde de liberté totale, les fondamentaux ont changé, les gens ont pu changer cela. Donc, il y a la force de la parole, il y a possibilité de modifier nos représentations pour rentrer dans quoi? Pour rentrer dans un monde dans lequel le lien n'existera plus qu'à travers l'argent. L'expérience que nous sommes en train de vivre, elle a mis en exergue ce qu'est l'importance du lien, ce que sont les besoins de relation de l'autre, à quel point l'argent ne sert à rien. À quoi ça sert d'être milliardaire maintenant? Ça ne sert à rien, on ne peut pas le dépenser. Donc l'argent, les fondamentaux de la postmodernité, de cette société globalisée à laquelle nous appartenons, qui est juste abjecte parce qu'elle a oublié que nous sommes des humains, nous sommes simplement des gens qui produisent ou bien qui font de l'argent. On est à un moment de l'histoire de l'humanité où ces fondamentaux peuvent changer. Mais il y a une condition. Il y a une condition, c'est que les gens, comme ce qui s'est passé avec la société de Chicago, qui a bougé beaucoup de choses. Maintenant, on peut le changer dans l'autre sens. On peut changer ce paradigme dans lequel on est rentré, ce paradigme qui est en train de détruire notre humanité. Ce paradigme, la science, elle a fait créer des choses, elle a maîtrisé la nature, oui, mais la science a aussi tué la nature, elle a aussi produit des armements comme de destruction
activité qu'on n'a jamais vue. On est en train de créer les germes de la destruction de notre monde. Donc, réveillons-nous, donnons-nous la possibilité de vivre autrement, ouvrons le champ à un monde différent, et ça doit se faire à travers une réflexion qui doit se faire à l'échelle mondiale. Que les gens qui réfléchissent, qu'ils donnent la possibilité à ce que, justement, en sortant de ce drame dans lequel nous sommes, nous donnions la possibilité à nos représentations inconscientes d'être modifiées parce qu'on a une opportunité qu'on n'est pas prêt de retrouver. Donc, retrouvons lien entre nous, redonnons la place à ce qui constitue l'homme, à savoir notre humanité. Et si on sort avec ça, on aura tout gagné de ce qui est en train de se passer. Merci, Dr Thial. Le mot de la fin pour vous, Mortada Kalami, avec cette même question sur l'après. Est-ce que vous pensez que l'homme sera résilient ou est-ce que cet épisode inédit, selon vous, laissera des traces durables? Bon, j'espère, oui, la résilience, j'espère. Je pense que les hypothèses varient. Je pense que la variable importante, c'est va-t-on prouver un traitement efficace et trouver un vaccin assez rapidement, oui ou non? Si oui, je pense qu'on va revenir à l'échelle planétaire assez rapidement aux activités comme elles étaient avant pour les différentes raisons évoquées, ne serait-ce que la pression industrielle, ne serait-ce que le besoin qu'on aura nous-mêmes en tant qu'individus de retrouver nos repères. Donc, il y a de fortes chances. En revanche, s'il n'y a pas de traitement clairement efficace qui permettent de réguler véritablement la nouvelle existence de ce virus, là, on va être confronté, je pense, à quelque chose, mais à quelque chose qui n'est pas radicalement nouveau. Si on y réfléchit bien encore une fois, le temps des grandes épidémies, il ne s'est arrêté qu'en 1945 et dans certaines régions du monde, pas partout. Donc, on va devoir réapprendre à vivre avec l'épidémie. Peut-être que ça va nous obliger à revoir notre urbanité, notre mode de vie. Ça va être assez compliqué. Mais dans un cas comme dans l'autre, effectivement, alors, en ce cas-là, il y a effectivement un nouveau monde qui va se construire, qui ne sera peut-être pas facilement, mais dans un cas comme dans l'autre, il va y avoir le grand débat et la grande négociation entre les différents intérêts il y aura les intérêts économiques, les différents intérêts politiques, et la sauvegarde de ce qui fait de nous des êtres humains. En ce sens, je ne peux que rejoindre ce que vient d'être dit par le docteur Thial. Mais à mon avis, ce n'est pas si cette épidémie passe et qu'on trouve le traitement au Covid-19, ça restera un épisode fort qui va peut-être donner lieu à un certain nombre d'innovations ou de nouveautés ou de changements, mais je ne pense pas que ça va amener des grands changements dans les équilibres mondiaux en tant que tels. Évidemment, s'il n'y a pas de traitement, ça sera autre chose. Merci à vous trois. Merci Mortada, merci Madame Cherkaoui, merci Dr Hachem Thial d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette discussion vraiment passionnante et qui, je crois, touche chacun d'entre nous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons bientôt et d'ici là, prenez soin de vous où que vous soyez.